Il existe un yacht quelque part dans les eaux méditerranéennes, en ce moment même, dont le budget de carburant annuel dépasse le salaire cumulé de 1000 personnes. Un yacht dont l'équipage est plus nombreux que le personnel d'un hôtel 5 étoiles. Un yacht dont le propriétaire n'a pas eu besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit pour décider d'être là, à cet endroit précis, à cette heure précise, entouré exactement des personnes qu'il a choisies, dans un environnement qu'il contrôle entièrement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une liste de bateaux, c'est la cartographie d'une forme de liberté que l'argent seul ne suffit pas à expliquer, parce que les ultra-riches n'achètent pas des yachts. Ils achètent progressivement quelque chose de bien plus fondamental. Et au sommet de cette progression, ce qu'ils possèdent ne ressemble plus à un vaisseau. Ça ressemble à un état souverain qui se déplace. Voici les 7 niveaux. Niveau 1. Les yachts de luxe. 20 à 30 mètres. Commençons par ce que l'industrie appelle pudiquement le point d'entrée du luxe. 20 à 30 mètres. 4 à 8 cabines selon les configurations. Un équipage de 2 à 6 personnes. Des constructeurs comme Ferretti, Sunseeker, Princess, Azimuth. Des prix d'achat qui vont de 500 000 € pour un appareil d'occasion bien entretenu à 3 ou 4 millions d'euros pour un modèle neuf haut de gamme de ce segment. En regardant ces chiffres de l'extérieur, on pense immédiatement c'est astronomique. En regardant ces mêmes chiffres depuis les niveaux supérieurs, les propriétaires de méga yachts considèrent cette catégorie avec une bienveillance légèrement condescendante, la même qu'un propriétaire de Gulfstream réserve aux passagers d'un vol à vide. Mais ne vous y trompez pas, ce premier niveau représente déjà une rupture radicale avec tout ce qu'un être humain normalement constitué peut expérimenter sur l'eau. Un Sunseeker 28 mètres en Méditerranée en août, ancré dans une crique que les ferries ne peuvent pas atteindre, avec 6 invités à bord et un capitaine qui connaît les coins que les guides touristiques n'ont jamais cartographiés. C'est une expérience que le argent d'un hôtel 5 étoiles, aussi généreux soit-il, ne peut pas reproduire. L'hôtel est fixe. Le yacht, lui, est là où vous décidez qu'il doit être. Le coût annuel réel d'un yacht de ce niveau, entretien, équipage, carburant, assurance, port d'attache, révision technique, tourne entre 10 et 15% du prix d'achat. Sur un yacht à 2 millions, comptez 200 000 à 300 000 € par an, une somme considérable. Mais pour celui qui peut l'assumer, ce que ce yacht achète n'est pas du luxe au sens décoratif du terme. C'est de la mobilité privée sur l'eau. C'est la capacité de décider à 18h que demain matin, le café sera bu devant une île grecque dont vous n'aviez pas entendu parler la veille. Qui est ici? L'entrepreneur qui a vendu son entreprise de taille intermédiaire. Le professionnel libéral avec 20 ans de patrimoine accumulé. Le cadre dirigeant dont la rémunération atteint des niveaux où les questions de statut commencent à se poser différemment. Ces gens ont tous un point commun. Ils ont découvert que l'hôtel, aussi parfait soit-il, impose son programme. Le yacht impose le leur. Et une fois cette découverte faite, une question s'installe et ne disparaît jamais vraiment. Si 30 mètres permettent ça, qu'est-ce que 50 permettrait ? Niveau 2, les super yachts, 30 à 50 mètres. La première chose qui change à ce niveau, c'est une notion qu'on n'aurait pas pensé à chercher en montant sur un bateau, l'intimité architecturale. Sur un yacht de 25 mètres, tout le monde sait où est tout le monde à peu près tout le temps. L'espace est géré, pensé, optimisé. Mais il reste contraint. À partir de 30 mètres, et surtout en approchant des 50, quelque chose de fondamentalement différent se produit. Des zones distinctes apparaissent. Un pont principal, un pont supérieur, une plage arrière, un flybridge, une proue réservée. Des espaces où des groupes différents peuvent coexister sans se voir, sans s'entendre, sans interférer avec l'expérience les uns des autres. C'est le début de quelque chose qu'on ne peut pas acheter autrement, un espace privé à géométrie variable. Des constructeurs comme Lürsen, Fedship, Benetti, CRN, Hizen commencent à apparaître à ce niveau. Des chantiers navals qui ne fabriquent pas des bateaux sur catalogue, mais qui discutent avec leurs clients pendant des mois, parfois des années, pour construire quelque chose qui ressemble à la vie que ce client veut mener sur l'eau. Prix d'achat, entre 5 et 20 millions d'euros selon la taille et les spécifications. Coût annuel réel, 1 à 3 millions d'euros tout compris. Équipage, 6 à 12 personnes. Un équipage de 12 personnes. Arrêtons-nous là une seconde. Sur les plus grands yachts de ce segment, il y a plus de membres d'équipage que de passagers. Un chef qui a travaillé dans des restaurants étoilés. Un chef de cabine formé dans des hôtels de palace. Des stewards, des mécaniciens. Un capitaine avec des dizaines d'années de navigation hauturière. Tous présents pour que l'expérience de quelques personnes, parfois 2, parfois 6, soit parfaite à chaque instant. C'est aussi à ce niveau qu'apparaît pour la première fois ce qu'on appelle dans l'industrie le Beach Club. Une zone à l'arrière du yacht, au niveau de l'eau, qui peut s'ouvrir hydrauliquement pour devenir une plateforme de baignade, un espace de sport nautique, parfois une petite plage privée équipée de transats, de douches, d'un bar. La frontière entre le yacht et la mer commence à se dissoudre. Et cette dissolution est précisément ce que le propriétaire cherche. Un exemple concret. En 2019, un entrepreneur technologique européen,
décide d'organiser une série de réunions stratégiques avec ses principaux investisseurs pendant 2 semaines en juillet. Plutôt qu'une salle de conférence à Genève ou un hôtel à Monaco, il loue un bénéfique 45 mètres pour la Sardaigne. Ses interlocuteurs viennent à lui. Les réunions ont lieu sur le pont supérieur. Les dîners sont préparés par le chef à bord. Les négociations se terminent. Les accords sont signés. Et personne n'a eu à subir une salle de réunion avec une moquette beige et un projecteur qui surchauffe. Cette histoire n'est pas exceptionnelle. Dans certains cercles, c'est une façon normale de faire des affaires. Ce niveau attire aussi pour la première fois des propriétaires qui commencent à penser au yacht, non pas comme à une dépense, mais comme à un actif, style de vie dont la valeur dépasse le bilan comptable. Et cette façon de penser annonce ce qui vient ensuite. Niveau 3, les super yachts avancés, 50 à 70 mètres. À partir de 50 mètres, quelque chose change dans la façon dont le monde répond à votre présence sur l'eau. Dans un port méditerranéen standard, un yacht de 30 mètres est commun. 35 mètres aussi. 40, on commence à regarder. 50 mètres, les gens sur le quai sortent leur téléphone. Pas pour la beauté nécessairement, bien que ces appareils soient souvent des œuvres d'architecture navale signées des designers les plus reconnus du monde. Mais parce qu'un yacht de 50 à 70 mètres signale une chose claire et non négociable à quiconque le voit. Quelqu'un de très sérieusement riche est à bord. Ce signal n'est pas accidentel. Et il n'est pas non plus la raison principale pour laquelle les propriétaires de ce niveau achètent, mais il fait partie de l'équation. L'espace s'est encore agrandi. Les possibilités architecturales se sont multipliées. Des héliports apparaissent sur certains modèles. Des sous-marins de poche peuvent être logés dans la coque ou sur le pont. Des garages à eau abritent des jets de mer, des kayaks, des équipements de plongée professionnels. Le yacht est devenu une plateforme d'expédition privée. Chantier de référence à ce niveau. Fedship, Lursen, Oceanco, Abeking, Rasmussen. Prix d'achat, entre 20 et 60 millions d'euros. Coût annuel réel, 3 à 6 millions d'euros. Équipage, 15 à 25 personnes. Des navires qui nécessitent une organisation logistique permanente, un gestionnaire de flotte, un capitaine qui coordonne avec des ports dans plusieurs pays des semaines à l'avance. C'est ici que le yacht développe pour la première fois ce qu'on appelle dans l'industrie une personnalité de navigation. Certains sont construits pour la vitesse, des coques déplaçantes optimisées pour traverser la Méditerranée en quelques heures plutôt qu'en quelques jours. D'autres sont construits pour l'autonomie, des réservoirs de carburant dimensionnés pour traverser l'Atlantique sans escale, des systèmes de dessalement d'eau de mer, des générateurs redondants. Le propriétaire ne navigue plus seulement. Il choisit la façon dont il veut que le monde soit accessible depuis son pont. Un detail que peu de gens connaissent. À partir de ce niveau, certains propriétaires commencent à employer un yacht manager à temps plein. Un professionnel seul dont le seul jour est l'organisation du navire quand le propriétaire n'est pas à bord. Maintenance planifiée. Relations avec les fournisseurs. Gestion de l'équipage. Conformité réglementaire dans les juridictions de navigation. Logistique d'avitaillement. Ce manager travaille 365 jours par an pour que les quelques semaines par an pendant lesquelles le propriétaire monte à bord soient parfaites. Quelques semaines, parfois 2 ou 3, sur un appareil qui coûte 40 millions d'euros et mobilise 20 personnes à l'année. Cette économie n'est pas irrationnelle. Elle reflète simplement ce que représente le temps pour quelqu'un à ce niveau de fortune. Et elle annonce quelque chose que les niveaux supérieurs vont exacerber de façon spectaculaire. Niveau 4. Les méga yachts, 70 à 90 mètres. Le mot méga a été tellement galvaudé dans la culture populaire qu'il a perdu son sens. Dans l'industrie du yachting, il en a encore un. Un méga yacht, c'est un navire qui commence à poser des problèmes d'infrastructure que les ports ordinaires ne peuvent pas résoudre. 70 à 90 mètres. Un méga yacht ne rentre pas dans la plupart des marinas conventionnels. Il nécessite un quai de grande taille, une profondeur d'eau suffisante, des alimentations électriques industrielles, des capacités de ravitaillement en carburant qui ressemblent plus à ce qu'on trouve dans un port commercial qu'à ce qu'on trouve dans une marina de plaisance. À ce niveau, votre destination dicte sa propre logistique. Et si elle ne peut pas l'assumer, vous mouillez au large et vos tenders descendent vos invités à terre. C'est là que réside un changement psychologique fondamental. Le monde commence à s'adapter à vous et non plus l'inverse. Prix d'achat, entre 60 et 150 millions d'euros. Coût annuel réel, 6 à 12 millions d'euros. Équipage, 25 à 45 personnes. Des navires avec plusieurs decks principaux, des suites propriétaires qui rivalisent avec les meilleures chambres des palaces terrestres, des salons d'une hauteur sous plafond qu'on associe habituellement aux villas, pas aux bateaux. À ce niveau apparaissent systématiquement les héliports certifiés pour des appareils allant jusqu'à l'EC-135 ou la W-109. L'hélicoptère n'est plus une option exotique. C'est un mode de déplacement standard. Le propriétaire arrive à Monaco en hélico depuis son méga yacht ancré à 2000 nautiques. Il repart 1 heure plus tard. Le yacht, lui, continue sa route vers la prochaine destination
pendant ce temps. Il apparaît aussi quelque chose qu'on ne trouve pas dans les niveaux inférieurs. Des équipements médicaux embarqués. Défibrillateurs, matériel de premier secours avancé, parfois des dispositifs de télémédecine permettant de consulter en temps réel des médecins spécialistes depuis n'importe quel point des eaux internationales. Ces équipements ne sont pas des gadgets de luxe. Ils sont la réponse logique à une situation simple. Quand vous êtes à 2 jours de navigation du port le plus proche, l'autosuffisance n'est plus un concept. C'est une nécessité. Le Kismet de Shahid Khan, propriétaire des Jacksonville Jaguars et du Fulham FC, mesure 95 mètres. Le Cloud Brick, construit par Oceanco, 88 mètres. Ces navires ne sont pas simplement grands, ils sont des déclarations sur la façon dont leurs propriétaires conçoivent leur rapport à l'espace et au monde. Chaque détail intérieur a été pensé pendant des années. Chaque matériau choisi dans le cadre d'une collaboration entre le propriétaire, un designer naval de réputation internationale, et les ingénieurs du chantier. Le résultat n'est pas un yacht acheté, c'est un yacht co-créé. Et cette co-création est précisément ce qui rend le passage au niveau suivant non pas une question de budget, mais une question d'identité. Niveau 5. Les méga yachts géants, 90 à 120 mètres. Il existe dans le monde environ 150 yachts de plus de 90 mètres actuellement en service. 150. Sur une planète de 8 milliards d'habitants. Ces navires constituent une catégorie d'objets qui n'a pas d'équivalent aucun autre domaine de possession privée. Des avions privés, il en existe des milliers. Des propriétés exceptionnelles, des dizaines de milliers. Des yachts de cette dimension, 150 dans le monde entier. À partir de 90 mètres, la construction d'un yacht prend entre 3 et 5 ans. Elle mobilise des centaines d'ingénieurs, d'architectes navals, de designers, d'artisans spécialisés. Elle nécessite des calculs hydrodynamiques que seule une poignée de chantiers dans le monde est capable de réaliser avec la précision requise. Lursen à Brême, Fedship en Hollande, Oceanco à Alblasserdam. Ces noms ne sont connus que de quelques milliers de personnes sur Terre. Ce sont pourtant les fabricants de certains des objets les plus complexes et les plus coûteux jamais produits pour un usage privé. Prix d'achat, entre 100 et 250 millions d'euros. Coût annuel réel, 10 à 20 millions d'euros. Équipage, 40 à 65 personnes. Un navire de 100 mètres transporte plus de membres d'équipage que certains paquebots de croisière des années 1960 transportaient de passagers. Pas au bateau. Ce qui apparaît à ce niveau et n'existait pas vraiment avant, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie le yacht de support. Un second navire, plus petit, qui accompagne le méga yacht principal. Il embarque les équipements trop volumineux pour être stockés sur le navire principal. Des véhicules tout-terrain pour les excursions terrestres, des équipements de plongée professionnels, un sous-marin personnel, des jet skis, des bateaux à moteur supplémentaires, parfois un second hélicoptère. Ce navire de support, lui-même souvent de 40 à 60 mètres, est géré par son propre équipage. Le propriétaire voyage avec une flotte. Octopus, construit par Lursen pour Paul Allen et mesurant 126 mètres, était équipé d'un sous-marin capable de plonger à 1000 mètres, d'un autre sous-marin plus petit, d'une piste pour hélicoptère pouvant accueillir 2 appareils simultanément, d'un ROV d'exploration des fonds marins et d'un équipage de 60 personnes. Paul Allen l'utilisait non seulement comme résidence mobile, mais comme plateforme d'exploration océanographique. Des équipes scientifiques embarquaient régulièrement pour des missions de recherche dans des zones reculées. L'Octopus a participé à plusieurs découvertes d'épaves historiques. C'est ici qu'un basculement silencieux mais profond se produit. Le yacht cesse d'être un outil de loisir ou même un outil de statut. Il devient une infrastructure de vie autonome. Quelque chose qui permet à son propriétaire de fonctionner professionnellement, personnellement, socialement, à un niveau que rien de terrestre ne peut reproduire avec le même degré de contrôle. Et ce contrôle, une fois expérimenté à cette intensité, ne se laisse pas facilement abandonner. Niveau 6. Les yachts souverains. 120 à 160 mètres. À ce niveau, il faut changer de vocabulaire, parce que les mots qu'on utilise habituellement pour décrire des yachts ne fonctionnent plus vraiment. Un yacht de 120 à 160 mètres n'est plus un navire privé, au sens technique et administratif du terme. Il est enregistré comme un navire commercial parce que les régulations maritimes internationales l'imposent au-delà de certaines dimensions. Il nécessite un capitaine détenteur de licence qui ne s'obtiennent qu'après des décennies de navigation professionnelle. Il est soumis aux inspections des sociétés de classification, Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV, comme n'importe quel navire marchand. Sur le papier, c'est presque un cargo. Dans la réalité, c'est une résidence privée de plusieurs milliers de mètres carrés qui peut traverser n'importe quel océan. Prix d'achat, entre 200 et 500 millions d'euros. Coût annuel réel, 20 à 40 millions d'euros. Équipage, 60 à 100 personnes. Un siècle de personnes dont la vie professionnelle entière est consacrée à maintenir et à opérer un seul objet appartenant à un seul individu ou à une seule famille. Le Dilbar, construit par Lursen pour Alisher Usmanov et mesurant 156 mètres, est le plus grand yacht au monde par volume intérieur. 15 917 tonneaux bruts. Il possède 2 piscines, dont une intérieure de 180 mètres carrés, la plus grande piscine jamais installée sur un yacht privé. Son équipage compte 84 personnes. Son coût d'achat a été estimé à 600 millions d'euros. Saisi en
en 2022 dans un port hambourgeois suite aux sanctions européennes liées au conflit ukrainien. Il est resté à quai, immobilisé, pendant que des équipes juridiques dans plusieurs pays débattaient de son sort devant des tribunaux. Un navire de 600 millions d'euros réduit à l'immobilité par un document de quelques pages. La fragilité de cette forme de puissance a rarement été illustrée aussi clairement. L'Eclipse de Roman Abramovich, 163 mètres, a été pendant plusieurs années le plus grand yacht privé du monde avant d'être dépassé. Il est équipé, selon plusieurs sources, d'un système de détection de missiles et de vitres anti-balles dans les zones principales. 2 héliports, 3 vedettes, un sous-marin, une piscine qui se transforme en piste de danse et un système de détection laser conçu pour désactiver les appareils photo à proximité. Une technologie développée spécifiquement pour protéger la vie privée à bord contre les téléobjectifs des paparazzi et des journalistes. Ce dernier détail révèle quelque chose d'essentiel sur la psychologie de ce niveau. La menace n'est plus physique, elle est informationnelle. Qui voit quoi? Qui sait quoi? Qui peut documenter et diffuser. À ce niveau de fortune et de notoriété, la vie privée n'est pas une préférence. C'est une infrastructure à construire et à maintenir activement. Et le yacht de 150 mètres est précisément cela. Une infrastructure de vie privée souveraine. Niveau 7. Les mondes flottants. 160 mètres et plus. Il n'existe qu'une poignée d'objets au monde qui rendent le mot propriété insuffisant pour décrire la relation entre un individu et ce qu'il possède. Le niveau 7 en fait partie. Au-delà de 160 mètres, on ne parle plus d'un yacht que son propriétaire utilise. On parle d'un environnement que son propriétaire habite, au sens le plus complet, le plus architectural, le plus souverain du terme. Ces navires ne sont pas des maisons sur l'eau. Ils sont des États sur l'eau. Des États à la différence cruciale près qu'ils n'ont pas de frontières géographiques fixes, pas d'obligation de territorialité, pas de voisins auxquels ils doivent rendre des comptes. Le Fulk Al-Salama, 155 mètres, appartient au gouvernement omanais. Le Al-Saïd, 155 mètres, appartient au sultan d'Oman. Le Qatara, 124 mètres, à la famille royale du Qatar. Mais les exemples les plus éloquents dépassent ces dimensions et appartiennent à des individus privés dont les fortunes sont d'une nature qui rend la distinction publique-privée presque théorique. Il y a des navires actuellement en construction dans des chantiers néerlandais, allemands, italiens, dont les dimensions définitives ne seront pas communiquées avant leur livraison pour des raisons que leurs propriétaires n'ont pas jugées. Utile d'expliquer. Ce que l'industrie sait, parce que les chantiers et les sous-traitants parlent, c'est que plusieurs d'entre eux dépasseront 200 mètres, que certains incluront des installations qui n'ont jamais été embarquées sur un navire privé, des salles de cinéma de taille professionnelle, des aquariums à eau de mer construits dans la coque, des serres hydroponiques produisant des aliments frais pendant des traversées de plusieurs semaines, des ateliers d'art avec éclairage muséal, des salles d'opération équipées comme des blocs chirurgicaux de niveau hospitalier. Prix d'achat à ce niveau, 500 millions à plus d'1 milliard d'euros pour les exemples les plus extrêmes. Coût annuel réel, 40 à 80 millions d'euros. Équipage, 80 à 130 personnes minimum, parfois davantage. Des organisations avec des hiérarchies, des conventions collectives, des procédures de ressources humaines, des programmes de formation continue. Le propriétaire d'un tel navire ne gère pas un bateau, il dirige une organisation. Mais ce qui rend le niveau 7 véritablement différent de tous les niveaux précédents, c'est une dimension qu'aucun chiffre ne capture entièrement, l'autonomie souveraine. Un yacht de 200 mètres battant pavillon des îles Caïmans ou des îles Marshall, naviguant en eaux internationales et soumis uniquement au droit maritime international et à la juridiction de son état de pavillon. Juridiction choisie précisément pour leur flexibilité. Son propriétaire peut y vivre, y travailler, y recevoir, y négocier, y prendre des décisions qui affectent des milliers de personnes dans des dizaines de pays, depuis un espace où aucun gouvernement national ne peut entrer sans permission. Pas d'huissier, pas de convocation, pas d'intrusion réglementaire dans ce qui se passe à bord, à moins que le navire ne choisisse d'entrer dans les eaux territoriales d'un État souverain. Cette liberté n'est pas théorique, elle est la raison principale pour laquelle ces navires existent à cette échelle. Pas le luxe des cabines, pas la vitesse des moteurs, pas les sous-marins ni les héliports, la souveraineté informelle, la capacité d'être, légalement et physiquement, en dehors de tout contexte, imposée par d'autres. L'histoire moderne du yachting de niveau 7 est aussi l'histoire de personnes qui ont accumulé des fortunes dans des systèmes économiques, politiques, dont elles souhaitaient ensuite s'extraire sans renoncer à leur influence sur ces mêmes systèmes. Le yacht devient le dispositif qui rend cet équilibre paradoxal possible. Présent partout, ancré nulle part, influe dans tous les contextes, contraint dans aucun. L'histoire de l'industrie du yachting est l'histoire d'une abstraction progressive. Au niveau 1, on achète de la liberté sur l'eau. Au niveau 7, on achète quelque chose que les philosophes politiques appellent depuis des siècles par un autre nom. L'indépendance. Pas de son pays, pas de sa classe sociale, de la géographie elle-même. Le monde flottant n'est pas un yacht, c'est la réponse ultime d'une certaine catégorie de fortune à la question la plus ancienne du pouvoir. Comment exister au-dessus des règles que vous n'avez pas choisies? La réponse, à 200 mètres et 80 millions d'euros par an, est de mettre de l'eau entre vous et elle.